Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Nathan Douillard, cofondateur de La Virgule. Salut Nathan. Salut Armelle. Alors Nathan, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure qu'a pris ensuite ta carrière professionnelle ? Ouais, c'est une bonne question. Bon, si je peux, j'ai ma mère trop fière qui raconte tout le temps que ma maîtresse de grande section, elle disait tout le temps ah Nathan, c'est lui qui organise aux récréations ou quand on fait des travaux de groupe, c'est lui qui organise. Donc je pense qu'il y avait quand même ce petit côté où c'est quelque chose qui me plaisait bien. Et après par rapport à la boîte, mais on y reviendra, d'avoir eu le nez dehors assez tôt et de passer pas mal de temps dehors qui font que ça m'a donné envie de partir de là aussi pour la suite. Tu peux nous présenter La Virgule, ce que c'est, ce que vous faites ? Ouais, alors La Virgule, on est une marque de sacs à dos, de sacoches vélo et d'accessoires upcyclés. Donc ça veut dire que nos matières premières, c'est ce que d'autres entreprises appellent des déchets. Donc on travaille avec des grandes marques de l'outdoor, on travaille avec The North Face, Salomon, Petzl, et donc on récupère leurs déchets. Donc là, c'est soit des produits en fin de vie qui sont pas réparables, soit des déchets de production. Et donc tout ça, c'est transformé en France et en Europe. Donc il y a des ESAT et des entreprises d'insertion, donc des parcours d'insertion qui viennent découper par exemple une aile de kite. Donc t'imagines une aile de kite qui rentre, elle est pleine de sable, pleine d'eau de mer. Donc là, elle va être découpée et mise à plat. Et quand tout ça c'est propre, ça part souvent au Portugal. Et donc au Portugal, on bosse avec plusieurs usines, dont une qui est vraiment spécialisée dans la confection lourde, parce que coudre un sac à dos, c'est pas si facile. Et donc eux après recousent des produits qu'on conçoit nous en interne à partir de ces déchets. Et donc à la fin, tu as un sac à dos, par exemple, qui a un impact carbone divisé par entre 6 et 10 selon les produits. Waouh. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce projet-là et puis ensuite cette entreprise-là ? Et bon, en fait, on est trois à la création de la boîte et tous les trois des gros fans d'outdoor. Par exemple, Maxime, un de mes associés, il était vice-champion du monde de planche à voile, donc à un très haut niveau. Et en fait, à ce niveau-là, le matériel que tu utilises, qui est super technique, qui demande beaucoup d'énergie pour être produit, en fait, en fin de vie, il n'y a pas de poubelle miracle, c'est poubelle classique, et donc c'est pas recyclé, en tout cas compliqué d'être recyclé. Et donc quand t'es amoureux de la nature, tu te dis mais en fait c'est quand même dingue, le matos qu'on utilise, qui est fait à l'autre bout du monde, qui est ultra technique, en fin de vie, c'est un peu celui qui fait aussi que la nature, elle est pas au top en ce moment. Et donc on est parti de ce constat-là en se disant ok, la matière, elle est devant nos yeux. Il faut juste la sublimer et prendre le temps de la découper. C'est pour ça que ça s'appelle La Virgule, tu vois. C'est vraiment la petite pause que tu prends pour découper, préparer la matière, et après, c'est à toi d'écrire la suite de l'histoire. Alors, avant de créer La Virgule, qu'est-ce que t'as fait ? C'était quoi ton parcours ? Moi, j'ai fait une école d'ingé, de management et d'entrepreneuriat. C'est un bon mélange des trois. Donc, à la fin, je pourrais jamais concevoir une aile d'avion. Mais par contre, je pourrais comprendre les personnes qui la conçoivent. Donc, c'était un peu ça le concept de l'école, avec un gros focus entrepreneuriat. Et après, j'ai bossé 2 ans dans la livraison du dernier kilomètre. Donc, gros sujet en ville, forcément, en termes de logistique. Et donc, on faisait des logiciels qui permettaient d'optimiser tout ça. Donc, moi, j'étais product owner. Donc, je faisais le lien entre les utilisateurs de nos logiciels. Donc, les livreurs, les magasins, toi qui reçois ton colis en espérant que le livreur soit à l'heure. Et donc, je faisais le lien entre ces personnes-là et les développeurs qui développaient les logiciels. Donc, j'avais la connaissance métier et technique aussi pour faire le lien entre les deux. Et puis, au bout de 2 ans, j'étais censé travailler sur un gros projet de lancement de colis web dans un autre pays. Et finalement, voilà, start-up. Donc, le projet qui devait démarrer met plus de temps à démarrer. Et donc, je vois mon boss en disant, bon, Rémi, là, il me manque du challenge. J'ai besoin de faire autre chose. Et donc, Rémi me permet de quitter la boîte et de me lancer dans cette aventure-là. Et donc, je vais voir un agriculteur en Normandie pour voir est-ce que ça pourrait être un truc qui me plaît. Je cherche les charpentiers du coin qui pourraient m'apprendre leur métier. Et puis finalement, je trouve pas mon compte là-dedans.
Donc je fais un petit post LinkedIn en disant je cherche un projet qui a du sens, évidemment, mais surtout un challenge entrepreneurial ou intrapreneurial, mais avec vraiment cette idée de changer un milieu, un marché, enfin en tout cas d'être acteur là-dedans. Et donc c'est là que j'ai revu Benoît, que je connaissais de l'ITEM, donc l'école que j'ai faite. Et on s'est vu un vendredi après-midi. Lui avait déjà ça dans les tuyaux, et donc le lundi on commençait l'aventure à deux. T'es sérieux, ça s'est fait sur un post LinkedIn? Ouais, ça s'est fait sur un post LinkedIn, ouais. Le truc de fainéant où tu te dis bon, je ne trouve pas ce que je veux, donc je vais peut-être créer cette opportunité-là. Donc ça s'est fait sur LinkedIn, assez marrant. Bon, alors toi, t'appelles ça un truc de fainéant. Moi, je suis marketeuse, donc j'appelle ça de l'efficience. Vraiment. Alors, du coup, c'est quoi les grosses galères que vous avez traversées entre le moment où vous avez décidé de travailler sur ce projet ensemble et aujourd'hui? Ça paraît très simple. L'upcycling, c'est une paire de ciseaux, une machine à laver ou une éponge et une machine à coudre. Sauf que dans les faits, il faut que la matière soit là au bon endroit, au bon moment, dans le bon état. Et donc, typiquement, tu vas sur une des premières productions. Donc, on a un sac de voyage qui fait 35 litres, un truc vraiment costaud. Et à la base, nos poches à l'intérieur, dans lesquelles tu mets ton ordi, c'était de la toile de tente qui venait de chez Decat. Donc, on récupérait toutes les toiles de camping Decathlon. Et puis au bout de 2 mois, on reçoit 2-3 mails. Ouais, ma poche s'est arrachée. Et donc en fait, ce que tu maîtrises pas forcément avec l'upcycling, c'est la qualité de ta matière. Et donc au début, on n'y faisait peut-être pas assez attention. Et en fait, on s'est rendu compte que une tente qui voit trop les UV parce qu'elle passe un peu plus de temps sur un camping que la moyenne des Français qui vont l'utiliser une semaine par an. Et bah oui, le compo est un peu moins costaud. Et donc du coup, on a changé cette matière-là pour une autre toile. Et donc c'est toujours ces petits détails qui font qu'à la fin, nous on veut que les produits durent une vie parce qu'on va pas faire de l'upcycling pour faire des produits que tu jettes au bout d'un an. Donc il faut que les toiles qu'on récupère soient les plus costauds possibles. Donc ça fait partie des petites galères de production qu'on se rajoute avec cette contrainte d'upcycling. Ouais, t'en as d'autres? Ouais, une bonne ouais, et puis le tout premier produit, on part d'un sac en kayak. Donc un kayak gonflable complet, pareil, ça venait de chez Decathlon parce que Benoît était ingé là-bas. Et donc on se dit on va faire toutes ces étapes-là dans un ESAT, donc avec des personnes en situation de handicap, parce qu'on voulait que le message environnemental colle au social, parce qu'il est évident. Et donc c'était un ESAT qui faisait de la couture de notices mécano, donc des notices pour enfants. Tu peux pas mettre des agrafes parce que c'est dangereux, donc c'est une ligne de couture. Et donc les ESAT faisaient que ça en couture. Donc là on leur demandait de passer d'une ligne droite à un produit en 3D contraint, parce que ta bretelle forcément il faut qu'elle soit costaud. Et donc là, je peux te dire que c'était à 2 rames avec Lucie, la responsable de l'atelier, qui a mis énormément de bonne volonté dedans pour arriver à sortir des sacs à dos. Et c'était un vrai challenge pour cet ESAT-là. Donc on les remercie parce que ils ont essuyé quelques plâtres. Bon, alors c'est quoi pour toi le risque? Le risque, c'est un peu quand même le truc qui te fait bouger différemment dans ta vie perso et pro, je trouve. Enfin, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de risques en sport parce que je fais pas des sports extrêmes, mais le peu de fois où tu fais un peu de rando, un peu de ski et que tu vas chercher un truc un peu plus loin, un peu plus reculé, etc. Tu vis quand même différemment tes émotions, ta perception, tes sens, etc. sont quand même bien en éveil à ce moment-là. Et après sur le côté pro, moi c'est ce qui fait que c'est passionnant. Tu te dis ok, il y a un risque évidemment qui est celui d'être parti d'un CDI pour repartir sur un truc entrepreneurial où potentiellement demain la boîte se plante, il y a plus de chômage, donc t'as un mois pour retrouver du boulot quoi globalement. Mais en même temps c'est ce qui fait que tu te lèves le matin avec la niaque, que quand tu recrutes des gens tu leur transmets et donc ils ont la niaque aussi, et je pense que tant que ce risque tu le mesures bien, il est que bénéfique, mais par contre c'est sûr qu'il faut qu'il soit mesuré, c'est clair. Et toi, tu le vis comment, le risque? Ça t'excite, ça te paralyse, ça te met dans quel état en premier lieu? En premier lieu, je suis quelqu'un d'assez réfléchi, je pense, donc j'essaye de bien le mesurer avant d'agir. On n'a pas pris des gros risques pour l'instant. On n'a pas, on avait des petits budgets, donc on dépensait peu d'argent, donc on n'avait pas des gros risques en tant que tels. Et on essaye surtout de les mesurer au max pour les minimiser. Donc je pense que le risque on le diminue, mais en même temps c'est un peu une forme de réponse au risque. C'est plutôt que de le subir, tu l'anticipes. Et c'est ce qui marche plutôt bien chez nous. Mais moi c'est plutôt quelque chose qui m'excite, je dirais, d'avoir un truc, un challenge. Tu dois trouver, ok, il y a un risque, donc il faut une option A, une option B. Si t'as une option C, c'est cool.
Et après, avec ça, tu le minimises et donc tu stimules ton cerveau pour trouver des réponses à ce risque, en gros. Tu dirais que c'est quoi les plus gros risques que tu as pris dans ta vie et surtout pourquoi est-ce que tu les as pris? Quand au bout d'un an, il y avait Qui veut être mon associé qui se lançait, et donc là, je pense que c'est la première fois qu'on en parle en vrai. Donc on était passé sur Qui veut être mon associé il y a 2 ans, non, il y a 3 ans même maintenant. Et là, on se dit, ok, on va produire comme des dingues, on va produire plein de sacs parce que tout le monde nous dit qu'on va faire 80 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois, ce qu'on avait fait l'année d'avant sur 12 mois. Et donc, on appelle l'atelier, on lui dit, voilà, on va faire des grosses quantités. Avec le risque que finalement, les gens, ça leur plaise pas, etc. Et donc, et finalement, une semaine avant l'émission, il y a des copains qui passaient la même année que nous, donc ils nous disent, nous, c'est bon, on a reçu les messages, vous passez quel soir? On leur dit, nous, on n'a rien. Et donc, en fait, il s'est avéré qu'on n'était pas diffusé, donc on l'a su une semaine avant. Et en fait, la prod, on les appelle en leur disant, donc la production d'M6, en leur disant, pourquoi on n'est pas diffusé? Et donc là, ils nous disent, mais en fait, malheureusement, on prend 30 projets, il y en a 5 qui sautent tous les ans, parce que pas assez émouvant, on n'avait pas levé d'argent, donc du coup, on n'était pas super content d'avoir levé de l'argent. En même temps, on n'en avait pas besoin. Donc on n'était pas triste, mais tu devais faire un peu semblant d'être triste parce que c'est de la télé. Et donc bref, on passe pas. Et sauf que la chance qu'on a eue, c'est que l'atelier avec qui on bossait était sous l'eau complet. Et donc les commandes qu'on y avait passées, il n'a pas été capable de nous les livrer. Et donc là où on aurait dû acheter 1000 quantités d'un sac qui nous coûtait 50 balles, donc forcément gros trou dans la trésor. Et bon, heureusement, on n'a pas eu à les stocker pendant 12 mois, voire plus, parce que il avait merdé. Donc en gros, on a eu vraiment de la chance sur ce côté-là, mais c'était clairement, on aurait pu couler la boîte avec cette émission et cet acte manqué en gros. Ah ouais, gros coup de chaud là quand même sur cette opération-là. Ouais, c'est clair. Si tu regardes ton parcours, selon toi, quelle a été ta plus grosse erreur et qu'est-ce que t'en retiens? Ma plus grosse erreur, je pense qu'au début on perd du temps, tu vois, tu passes du temps à chercher le petit détail, alors qu'en fait il faut faire le plus de boucles possible. Tu fais une boucle, tu recommences, elle est mieux et en même temps, ou peut-être qu'elle sera même moins bien que celle d'avant, mais plutôt que d'essayer d'avoir un truc parfait dès le début, c'est clairement ça, je pense qu'on aurait pu gagner beaucoup de temps au début. Et puis peut-être de moins s'écouter aussi quand tu crées une marque. Nous, on a créé une marque qui nous ressemble. Nos personas, c'est un peu nous à la base. Et du coup, de vouloir coller tes personas à toi, ça devient un moment problématique parce qu'en fait, tes vrais clients ou tes vrais consommateurs, c'est pas toi. Et du coup, quand on a compris que c'était pas nous forcément, le cœur du sujet, tu vois ta boîte différemment et du coup, les produits que tu conçois, tu te dis plus, moi, je préfère celui-là. Non, c'est pas, est-ce que toi, tu préfères celui-là? C'est est-ce que tes clients vont préférer celui-là ou celui-là? Donc, c'est peut-être ça l'erreur principale qu'on a fait au début et qu'on essaie de gommer maintenant. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Comment est-ce que tu puises ta motive ou où est-ce que tu puises ta motive? Déjà, d'être équilibré en pro-perso et de continuer de faire du sport parce que c'est prenant, mais c'est quand même nos passions, donc de continuer. Et tu vois, Maxime, il s'est mis une session de planche à voilière parce que c'était la tempête. Et on le faisait moins, là, on commence à le refaire un peu plus. C'est ultra important. Et nous, la chance qu'on a, c'est que la boîte qu'on crée, elle répond à une problématique qu'on a vécue dans nos passés de sportifs de plus ou moins haut niveau. Et donc, quand tu galères, tu te dis bon, ok, le chemin, il est peut-être pas, c'est pas une grosse ligne droite, mais en même temps, on sait pourquoi on est là, et donc l'énergie, tu la retrouves comme ça. Et puis on a la chance d'être 3, donc quand t'es 3 associés, quand il y en a un qui est un peu dans le mou, t'as les 2 autres qui le tirent vers l'avant. Donc je pense que d'être à 3, c'est une force de dingue. Tout seul, j'aurais pas réussi à monter cette boîte, et je pense que mes 2 compères non plus, donc ça, c'est une vraie chance. À contrario, est-ce qu'il y a des satisfactions ou des accomplissements dont tu es particulièrement fier? Eh ouais, il y en a quand même. On a eu un bon mojo depuis le début. L'année dernière, en 2023, en juillet, on bossait avec Patagonia, donc on était un événement, un festival pour enfants, et donc on était missionné par Patagonia pour faire un atelier où tu avais les enfants qui venaient découper dans des vieilles vestes Patagonia. Donc les parents qui sont là, tout le monde gros sourire. Et donc nous, on cousait des petits sacs à trésors en live avec les vestes Patagonia. Donc les gens surfans, nous trop contents, trop beau moment. Et puis en fait, 4 mois plus tard, on se retrouve à faire pareil pour The North Face dans un de leurs plus gros magasins parisiens, avec le même délire, les clients qui rentrent dans le magasin, tu choisis une veste, on te la en live. Et en fait, on s'est dit, c'est quand même dingue, on a 3 ans
et on bosse avec Patagonia et The North Face la même année. Et ça, c'était quand même grosse chance et gros accomplissement, en tout cas, de notre jeune vie d'entrepreneur. Comment tu vois ton business là pour les 10 prochaines années du coup? Oh, bah là, nous, on vient de faire notre première levée de fonds. Donc, du coup, bah forcément, tu changes aussi un peu de vitesse. Le but, c'est d'aller un peu plus vite. On a des investisseurs qui sont ultra bienveillants, donc on n'a pas des gros enjeux de croissance à 3 chiffres. Enfin, c'est que ça reste mesuré. Mais ouais, le but, c'est quand même de faire grossir notre marque pour 2 raisons. Évidemment, parce que on a envie d'avoir de l'impact. Et donc, plus on sera gros, bah, moins il y aura de déchets. Globalement, ça reste ça la réalité. Et après, c'est aussi d'être suffisamment gros pour montrer aux gros acteurs de l'outdoor, bah, ceux que j'ai cités avant, que c'est possible de faire une boîte vraiment engagée mais qui crée une vraie marque qui donne envie, avec des vraies quantités, et pas juste une centaine de sacs tous les ans à partir de vieux kayaks. Et du coup, de montrer qu'on peut faire des vraies choses avec de l'upcycling. Et ça, c'est ça le gros challenge. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Là, on est en train de rebosser sur notre positionnement parce que du coup, tu vois, plutôt une boîte d'ingé à la base. Il n'y avait pas de gros marketeurs dans l'équipe. Donc, logo fait à 300 balles avec un pote graphiste. On n'a toujours pas vraiment de plateforme de marque au bout de 4 ans. Donc, nos alternants en com, ils sont là. Mais attendez, on vise vraiment qui là comme persona? Donc, un peu le bazar. Donc, on remet tout ça au propre. Et là, un de nos investisseurs, enfin même plusieurs, ils nous disent toujours, partez de vous. Enfin, la marque, c'est quand même vous qui allez la porter. Donc la cible que vous choisissez, le positionnement que vous allez choisir, enfin vous allez devoir le porter tous les jours. Donc il faut qu'il soit complètement aligné avec vous, vos envies et votre raison d'être perso et pro. Et donc je pense que c'est vraiment ça, de partir de soi. Nous, quand on a lancé la boîte, on est parti d'un problème qui nous était propre. J'aurais pas pu résoudre ton problème à toi, Hermès, si t'en avais un autre que j'avais pas. J'aurais pas pu avoir l'énergie pour le faire, je pense. Donc c'est vraiment de partir de soi. Et ça, ça, je pense que c'est important. Tu as parlé de 2 fois là de cette levée de fonds. Est-ce que tu peux nous dire combien vous avez levé et qui sont les investisseurs principaux? Ouais, sans problème. En gros, avec la dette, on a levé un petit million d'euros, et du coup à peu près la moitié en equity, donc en investissement, qu'avec des business angels, donc des personnes qui ont un peu plus d'argent que la moyenne et qui ont surtout des expertises que nous on n'a pas. Et donc ouais, il y a une dizaine d'investisseurs, donc ça, il y a des gens qui nous disent que c'était trop, d'autres qui nous disaient bon non mais peu importe que vous en ayez 3 gros ou 20 petits, si ils ont tous envie de vous apporter de l'expertise, c'est parfait. Et donc il y a une experte de la mode responsable, il y a un distributeur suisse, donc quelqu'un qui va pouvoir revendre nos produits en Suisse. Il y a un un patron d'une grosse marque de trail. Et donc lui qui connaît à merveille la distribution, lui c'est marrant, tu vois, il nous dit moi j'ai créé un produit que j'ai vendu dans 200 pays, parce que tu pourrais te dire je vais faire 200 produits dans un pays. Donc tu vois, c'est vraiment des grosses questions de stratégie et de croissance. Donc on l'a vraiment fait pour ça. Évidemment, avec un peu de pognon, tu vas plus vite parce que là on peut recruter un responsable marketing, une ingé produit qui sont bien capés. Mais on est vraiment surtout allé chercher des gens avec de l'expérience dans des sujets qu'on maîtrise pas ou pas bien. Donc que des angels, pas de VC. Non. Ça c'est fort, très fort. Bon, c'était pas une très grosse levée de fonds, donc et puis l'histoire, elle est quand même marrante, assez facile. Encore une fois, c'est tout con ce que je te raconte, quoi. Et si t'aimes le kite, je te parle de l'aile de kitesurf. Si t'aimes la voile, je te parle de la voile. Enfin, le lien, il se fait quand même facilement, donc je pense que t'as un affect assez fort par rapport à ce qu'on fait. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Bah, c'est ce que je te disais, ouais, c'est vraiment de partir de vous, quoi. Créer une boîte qui te ressemble, essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Si t'essayes d'être quelqu'un d'autre, enfin, ça peut pas marcher, à moins d'être un très bon acteur, ça pourra pas marcher longtemps. Et puis, il faut quand même arriver à se lever tous les lundis matins avec plus ou moins d'incertitudes, plus ou moins de risques. Donc, ouais, d'être aligné avec ses envies perso et ses croyances, ses envies. Quel conseil, toi, est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans une aventure entrepreneuriale? Ouais, on me pose pas mal de fois. Il y a des fois, je raconte ce que je fais encore hier soir, et puis quelqu'un me dit, mais moi, je serais incapable de faire ça. Et en fait, je me dis, bah, pourquoi tu serais incapable de faire ça alors que tu viens de me raconter ton métier qui est ultra intéressant et pointu, etc. Et je pense que si t'as pas un gros problème avec le stress, tout le monde globalement est capable de créer une boîte.
Je pense qu'avec un vrai problème de stress, ça doit quand même pas être simple parce que tu peux vite, ou alors faut vraiment des bons accompagnateurs ou accompagnatrices et c'est jouable. Mais franchement, c'est d'essayer. C'est au pire, tu vas apprendre plein de trucs. Au mieux, ça marche. Et puis nous, enfin sans aucun regret, même si demain la boîte devait se planter, c'est quand même un gros kiff d'apprendre à faire tout soi-même, d'apprendre à faire des trucs que tu sais pas faire. On n'a pas un métier, on en a tous 3 ou 4 différents qu'on fait plus ou moins bien, des fois très mal. En tout cas, c'est ultra stimulant et c'est ce que je dis, tant que t'es aligné, enfin le conseil d'être aligné pro-perso, il est fondamental et si t'as ça en même temps, ça vaut le coup de tester, je pense. Toujours dans la rubrique conseil, est-ce que tu aurais un livre ou un documentaire, une série ou un film à regarder particulièrement? Moi, je suis pas un grand lecteur pour le coup, mais sinon, moi, c'est quand même le film Demain qui m'a fait shifter, donc de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui date, enfin, le documentaire. Et en fait, il a fait shifter quand même beaucoup de monde. Et à chaque fois, je le revois. Ouais, je me redis, c'est quand même dingue de voir ça. Et puis, parce que enfin, là, tout le monde est au courant. Enfin, les gens qui écoutent ce podcast, je suis certain que tout le monde est au courant de ce qui se passe dans le monde et qu'il y a un vrai problème à résoudre. Et de voir, enfin, ça te crée quand même des petites lueurs d'espoir et de se dire, ok, ça allume une petite lumière, ce film. Donc ouais, je recommande de regarder ou de re-regarder Demain. Ça fait toujours du bien, je trouve. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Bah, je sais qu'on a quand même plutôt intérêt à anticiper un peu, enfin pas les horreurs qui nous attendent, mais il va quand même se passer des choses pas très marrantes et c'est vraiment maintenant qu'il faut qu'on se mette en route pour écrire des nouvelles histoires, trouver des nouvelles façons de consommer. Et je pense que de toute façon c'est un peu ce que dit Cyril Dion, c'est genre raconter des histoires qui donnent envie d'être vécues, que t'es pas obligé de prendre l'avion tous les mois pour faire un week-end à Rome ou je sais pas où. Tu peux être heureux sans faire ça et je pense que ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut qu'on fasse ça très rapidement et qu'il y ait des gens qui puissent porter ce message-là pour que ça marche. Je suis pas sûr qu'en montant l'Everest, je suis pas sûr que ça puisse ouvrir ces possibles-là, mais en tout cas, ça peut être un bon point pour donner envie aux gens de faire d'autres choses, quoi. Pour conclure, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que t'aurais aimé que je te pose? Bonne question. Non, mais moi j'en ai une pour toi. Qui va être ton prochain invité? Ah, excellente question. Eh bien, notre prochaine invitée sera Clara Deletraz. C'est la cofondatrice de la French Tech et de Switch Collective. Eh bien, merci beaucoup, Nathan Douillard. Tu es probablement l'un des rares cofondateurs à pouvoir dire que plus une entreprise sera grosse, moins il y aura de déchets dans le monde. Merci beaucoup pour ça et merci d'avoir été notre invité dans cet épisode. Voici les 4 points clés à retenir. Le premier, c'est que si vous manquez d'idées pour un projet entrepreneurial, publiez un post sur LinkedIn. On ne sait jamais, ça pourrait marcher. Le deuxième point, c'est que le risque, tant que tu le mesures bien, eh bien, c'est ce qui te motive à te lever le matin. Le troisième point, c'est que lorsque vous lancez votre entreprise, eh bien, ne travaillez pas trop ou ne passez pas trop de temps sur votre MVP. Ne concevez pas nécessairement non plus un produit ou un service pour vous parce que vous n'êtes pas la seule et unique cible. Par contre, pour la plateforme de marque, partez de vous parce que c'est vous qui allez ensuite incarner la marque au tout début. Et enfin, créez une entreprise qui vous ressemble et n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.